bonjour à tous. Alors je suis très heureuse d'animer aujourd'hui cette table ronde car il s'agit en quelque sorte d'un cas d'école et l'école ça me connaît puisque mon nom est donc Anne Launois, je suis professeure à Audencia. Une école du territoire, bien évidemment. Et votre expérience, Christophe, est particulièrement intéressante pour des acteurs qui vont souhaiter se lancer comme vous dans le D2C, la vente directe aux consommateurs. Donc, vous êtes Christophe Bruno. Après une carrière dans les télécoms, et notamment chez Phonehouse et Virgin Mobile, vous avez donc cofondé Largo en juillet 2016. Alors, si j'en crois mes cours de solfège il y a bien longtemps, en fait, l'argot, c'est plutôt un terme italien qui, en musique, signifie un tempo un peu lent. C'est pas vraiment l'histoire de l'entreprise en ce moment. Alors, pourquoi? Je vais commencer par cette première question. D'abord, est-ce que vous voulez compléter cette présentation de votre parcours? Et surtout, pourquoi l'argot? Alors, merci Anne, bonjour à tous. Alors, mon parcours, non, il a été bien précisé. Pourquoi Largo? En fait, on n'est pas des marketeurs, moi et mon associé. Donc, on avait juste une liste de noms, ça ne va pas vous faire rêver. En tout cas, je ne vais pas vous faire rêver là-dessus. On avait une liste de noms, on a trouvé que Largo, ça sonnait bien. Donc voilà, on a pris le nom Largo, tout simplement. Bon, parfait. Et vous David, alors vous êtes l'expert ici aujourd'hui. Donc David Fortino de la société Sigal, également un acteur du territoire, de la Vendée, puisque vous êtes basé aux Herbiers. Donc vous apporterez à la fin de notre échange votre regard d'expert vraiment sur la transformation digitale. Puisque en fait, votre groupe est un éditeur intégrateur de solutions logicielles à usage des entreprises B2B et B2B2C, et que dans votre rôle, vous avez un rôle beaucoup d'accompagnement à la transformation, notamment quand on adopte ces outils, on est souvent obligé de transformer son entreprise, bien évidemment. Tout à fait, et d'accompagner au changement par rapport à ça. Bonjour à tous, et merci pour la présentation, et j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est exactement ça, merci. Bon, alors vous avez un point commun tous les deux, c'est votre ancrage dans le territoire. Alors pourquoi déjà, vous êtes basé à Sainte-Luce, je crois? Alors on est basé à Sainte-Luce parce que déjà, moi je suis nantais d'origine, mon associé aussi, et on trouvait que Nantes est un territoire formidable pour les startups, et donc on a choisi de rester sur notre beau territoire, voilà, et développer l'emploi sur nos territoires. Et développer l'emploi, ce qui est un élément important. Alors quand on parle reconditionneur, puisque Largo est un reconditionneur de téléphones portables, de tablettes et de PC, on pense tout de suite à des acteurs assez connus et à des fleurons qui sont plutôt des marketplaces. Mais vous êtes un véritable industriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur l'écosystème en fait autour de ce reconditionnement des téléphones portables entre les industriels comme vous, les marketplaces, les distributeurs, les opérateurs de télécom? Oui. En fait, effectivement, vous parlez de back market Anne, vous devez parler de back market qui est arrivé il y a quelques années, quasiment en même temps que nous. Alors back market est une plateforme, donc c'est l'Amazon du smartphone reconditionné. Donc c'est une plateforme qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Largo est un industriel, j'insiste sur le point industriel, puisque en fait nos produits, nous on va les chercher soit sur des brokers aux États-Unis, soit en circuit court. Et hélas, au circuit court qui est très faible aujourd'hui, puisque c'est 20% de notre activité. Et on a tout un process industriel, et on va reconditionner le produit de A jusqu'à Z en assurant son SAV et sa distribution. Donc c'est vraiment la différence entre nous et Amazon. Et après, tout le reste de l'écosystème, c'est-à-dire les opérateurs, les distributeurs, sont nos partenaires, et on distribue nos produits aujourd'hui sur différents canaux, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, bien sûr. Alors, jusqu'à présent, vous vendiez essentiellement en vente indirecte ou en marque blanche sur des marketplaces. Pourquoi tout à coup décider de vendre directement à l'utilisateur, au consommateur final? D'abord, si je peux faire juste un petit point sur le marché avant d'arriver à votre question. La genèse de Largo, c'était de se dire on a une techno de produit qui commence à ralentir, c'est-à-dire que les constructeurs n'innovent pas énormément, si ce n'est rajouter des appareils photo au dos de leur téléphone. Et donc, et des produits qui devenaient de plus en plus fiables, donc leur offrir une seconde vie, ça devenait une évidence pour moi et Frédéric. Et donc on a démarré notre activité sur cette idée-là, dire on peut faire vivre les produits plus longtemps et s'inscrire dans une économie circulaire. C'est un marché qui progresse énormément en France et en Europe.
puisque je vais vous donner juste quelques chiffres. C'était juste mobile reconditionné l'année dernière, c'était 2 600 000 produits vendus en France, un marché qui s'établit à 700 millions d'euros à peu près en valeur, et une part de marché qui atteint 14%. Il y a 5 ans, c'était 0. Donc il y a une vraie prise de conscience, des consommateurs, parce que effectivement, alors, le premier facteur d'achat c'est le prix, mais les achats éco-citoyens commencent à prendre position. Et pourquoi nous, vous pouvez juste me rappeler, j'ai perdu le fil, je suis parti sur un autre... je vous demandais pourquoi vous avez décidé de vous adresser directement au consommateur final, parce que finalement, en fait, ces marchés vous assurent un volume assez confortable. Oui, alors en fait, notre souhait, c'était d'avoir une distribution omnicanale. Donc on a démarré bien sûr par notre zone de confort qui était la distribution physique, puisque étant issu du retail, c'était plus facile pour nous de démarrer par le retail. Mais on se devait d'avoir une présence sur le numérique, puisqu'en fait, sur le numérique, nous, on est un petit peu atypique dans l'écosystème, puisque 70% de notre chiffre d'affaires est réalisé en distrib, et 80% de notre chiffre d'affaires en distrib et 20% sur le digital. Et quand on regarde les chiffres nationaux, c'est plutôt 60% de produits vendus sur le digital en reconditionné et 40% en distrib. Donc on a un mix qui est complètement inversé. Donc, c'est un phénoménal accélérateur de croissance, le digital, ça veut dire qu'on en a encore un peu sous le pied. Et donc, on se devait de lancer le digital. Alors, on l'a lancé dès le début, via des marketplaces, et puis le site e-commerce plus récemment. Oui, parce que marketplace, c'est aussi une façon d'être en prise directe avec les consommateurs, puisqu'en fait, vous êtes mentionné à sur les pages, vous êtes mentionné comme reconditionneur de référence, il y a un référencement qui s'opère. Oui, alors, en fait, sur les marketplaces, notre choix... Alors, on a fait du digital dès 2016, quand on a créé l'entreprise, et on a commencé avec Back Market, puis Amazon. Et en fait, l'avantage des marketplaces, s'il y a un avantage, c'est que ces gens-là en fait, font le marketing, ils font la promotion de vos produits, donc c'est assez rapide. On a un retour de chiffre d'affaires assez rapide. En revanche, après, vous êtes noyé dans la masse, parce qu'il y a plein d'acteurs qui viennent vendre des produits reconditionnés sur ces marketplaces. Donc noyé dans la masse, avec une guerre des prix fratricide, il y a des commissions de place de marché qui coûtent excessivement cher. Donc du coup, vous avez voulu réfléchir un peu autrement. Comment on fait du coup pour émerger sur ces marchés? Quels sont les avantages concurrentiels que vous mettiez déjà en avant sur les marketplaces et sur lesquels j'imagine que vous avez travaillé ensuite, mais on va revenir plus en détail sur la construction de votre activité D2C. Alors, en fait, on a mis en avant nos aspérités industrielles, c'est-à-dire acteurs de la seconde vie français, basé à Nantes, avec des garanties commerciales qui vont de 12 jusqu'à 24 mois. On a également tout un process industriel de test. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va lancer, avant la fin d'année, le contrôle technique du mobile. À l'instar de l'automobile, quand vous achetez une voiture d'occasion, vous avez un contrôle technique. Aujourd'hui, sur un produit d'occasion ou de reconditionné, vous n'avez pas de contrôle technique. Et nous, on va le rendre public à l'ensemble de nos utilisateurs. Et ça, je pense que c'est une belle avancée, parce qu'il y a peu de transparence sur ce marché. Voilà, nous, on va créer de la transparence. Donc votre plan stratégique, du coup, était relativement ambitieux. Il a été, alors on n'en a pas parlé tout à fait, mais vous êtes aussi pas seulement une entreprise pour laquelle tout va très vite, mais vous êtes aussi le premier reconditionneur coté. Alors sur le... Ouais. On a effectivement, on a une croissance assez rapide et effectivement, Anne, on est le premier reconditionneur français à être coté sur le marché Euronext Growth depuis le mois d'avril 2021. Ouais. Donc félicitations pour ça. Ça vous donne aussi des perspectives de développement intéressantes, importantes. Est-ce que, si on reste encore sur le pourquoi 2 minutes, vous avez changé votre méthode de sourcing par rapport en changeant, en vous transformant vers le D2C, ou est-ce que vous continuez à travailler de cette même manière, avec l'échange qu'on a eu tout à l'heure, à la fois sur les tiroirs des Français et le matériel qu'ils ont encore dans leurs tiroirs, et puis aussi d'autres sources de sourcing que sont les marchés américains. Hein, oui. Alors en fait, on n'a pas changé vraiment notre sourcing, puisqu'aujourd'hui, on discutait tout à l'heure sur les circuits courts,
Le circuit court, en fait, en France, ce qu'on appelle le circuit court, c'est le fait d'aller acheter des produits électroniques grand public auprès de particuliers. Alors, la filière, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle est très mal organisée. Deux, les consommateurs ne sont pas spécialement au courant des filières de reprise. Donc, tout ça, ça complexifie la collecte des produits. En revanche, nous, on a une mission, on s'est donné une mission, c'est qu'aujourd'hui, de passer de 20% à peu près à 40% de notre sourcing d'ici 2025 en circuit court. Donc ça veut dire qu'on a un vrai travail de fond à faire auprès de l'ADEME, des pouvoirs publics, de la filière, des utilisateurs. Il faut acculturer tout le monde. Alors on ne le fera pas tout seul, on va s'aider de la filière pour le faire. Mais en tout cas, effectivement, c'est plus vertueux, on va dire, pour la planète d'aller chercher les produits en circuit court que d'aller les chercher aux États-Unis. Pourquoi on a fait le choix des États-Unis? C'est qu'il y a un gisement extrêmement fort aux États-Unis. Les Américains achètent leurs produits en leasing. Et donc, chaque semaine, les opérateurs comme AT&T, Verizon & Co. mettent en vente des milliers et des milliers de smartphones sur les marchés Broc. Et donc, on a un gisement qui est extrêmement fort qui permet de répondre à la demande du marché européen. Donc, on ne le fait pas par choix, mais on le fait par obligation, parce que voilà, on a besoin de suivre la croissance du marché. Merci. Alors, on va maintenant rentrer un peu dans le détail du comment vous avez développé cette activité direct to consumer, votre site e-commerce. Alors, peut-être la première étape, comment vous avez déjà convaincu vos actionnaires de changer complètement de modèle économique? Parce que c'est un grand saut dans le vide quand on est un industriel comme vous. Comment ça s'est passé? Alors, ils ont été un peu retors au début, parce qu'il y a des coûts qui sont importants sur le digital, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que pour se faire connaître, faire de l'AdWords, des campagnes, des coûts d'acquisition qui sont très élevés. Et puis, il y a un petit truc qui s'est passé entre 2019 et 2020, je crois qu'on y est encore, ça s'appelle la pandémie. Et là, on a changé un peu nos modèles, la façon de s'adresser à nos consommateurs. Et donc, on a lancé notre site e-commerce, il est tout neuf, hein, il date du mois de septembre. En revanche, c'était une vraie volonté chez nous depuis longtemps qui est née en 2018 en fait de lancer ce site e-commerce pour parler à nos consommateurs finaux. Comme on est sur un nouveau marché, on a besoin d'acculturer, d'expliquer aux clients qui on est. Alors la première phase, ça a été de repenser toute notre charte graphique. On a changé toute notre charte graphique et notre identité visuelle pour être plus impactant auprès du client. On va y revenir dans 2 minutes sur la construction de la marque en fait. Voilà, sur la construction de la marque. Et donc on a lancé ce site avec une équipe. Avec une équipe, voilà. Donc on a décidé de dissocier nos métiers. C'est-à-dire qu'on avait une personne aujourd'hui qui gérait aussi bien le site marchand que les marketplaces. Et on s'est rendu compte, in fine, que c'est pas le même métier. Marketplace, on est plutôt sur du trade, où il faut être très agile en termes de prix et de marge. Donc il faut être sur chaque marketplace tous les jours, à chaque minute, etc., etc. Donc on est plutôt sur un mode trade. Et sur la partie e-commerce, là on va acculturer. On va donner à nos clients du sens, pourquoi il faut acheter chez nous, du service qu'on ne vend pas sur les marketplaces, etc., etc. Donc c'est 2 métiers complètement différents. Donc c'est 2 métiers à part entière qui nécessitent des compétences complètement différentes que vous avez recrutées. Exactement. Alors ça a nécessité une réorganisation importante au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça a eu un impact aussi, enfin je pense qu'on en discutera aussi tout à l'heure avec David, est-ce que ça a eu un impact aussi à l'interne en fait sur les équipes parce qu'en fait l'industrie, la production, il faut peut-être, quand on commence à devenir consumer-centrique, parce que c'est ce qui arrive quand on crée un site, est-ce que ça change les choses? Est-ce que ça change la culture de l'entreprise? Indéniablement, en fait, on a une culture B2B2C depuis le début chez Largo, et c'est une nouveauté chez nous. Donc, on n'avait pas les compétences en interne, on a été les chercher en externe. Donc, aujourd'hui, on a Anouk et Aurore qui arrivent, qui ont fait du B2C depuis leur plus tendre enfance, on va dire ça comme ça, et donc qui sont très à même de nous apporter leur culture B2C. Ça nécessite aussi des changements en interne. On n'avait pas de service client, donc on est obligé de développer un service client. Enfin, il y a un mouvement partout. Et puis le fait de grandir aussi, toute l'entreprise est en mouvement, donc on est en train de changer beaucoup de choses chez nous. Entre l'Argo de 2016 et celui d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouvements. Ouais. C'est pas du tout le même. C'est pas du tout. Alors, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais vous avez créé aussi une marque, parce qu'au départ, vous étiez une entreprise, un prestataire, en fait, pour des marketplaces. Il a fallu créer une marque. Donc, au début, je crois que vous avez une cohabitation qui s'est faite entre la marque commerciale et puis la marque Largo, que vous avez fini par installer. Comment est-ce que vous avez construit ces valeurs? Enfin, il y a tout un... Construire une marque, ça prend du temps. Il y a eu tout un travail de fait. Alors...
on avait effectivement la marque Largo au démarrage et puis une marque qui s'appelait Relax Mobile qui a vécu pendant 4 ans avec des problèmes de compréhension pour le consommateur final entre qui est Largo et puis c'est quoi Relax Mobile, donc c'était compliqué. Donc on a décidé effectivement de tout remettre à plat en avril 2021. Comment on a construit cette marque, c'est assez simple. D'abord, on s'est basé sur les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on voulait véhiculer auprès de nos consommateurs? Je parlais tout à l'heure de valeurs de qualité, de territoire, de savoir-faire français, etc. Donc, on s'est posé cette question-là et on a construit cette identité de marque autour d'un certain nombre de valeurs en faveur de l'environnement, etc., qui correspondaient à notre activité et puis à ce que nous sommes. Des valeurs humaines aussi, parce qu'on adore nos collaborateurs. Et donc on a créé cette marque et on a découlé un espèce de petit signe qui représente un cœur, le cycle de vie en fait des produits, voilà. Et donc on l'a décliné de toutes les formes possibles. Et voilà, on a une charte graphique qui est un peu sympa, en termes de couleurs. Et on a un petit côté un peu fun puisqu'on a pas mal de baselines assez rigolotes dans nos. Elle est pas belle la seconde vie. Elle est pas belle la seconde vie. Ouais. Et alors du coup, il y avait aussi un enjeu international qui était fort pour vous, parce que l'idée aussi, avec cette entrée en bourse, c'est aussi d'aborder le marché européen un peu plus significativement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passe ce projet Ouais, on va aborder l'international. Alors, c'est important dans la vie d'une entreprise de sortir de ses frontières et de ne pas rester. On vit dans un monde qui bouge et donc il ne faut pas rester franco-français. Et c'est surtout qu'en fait, la France est extrêmement développée aujourd'hui en termes d'offres sur le produit reconditionné et l'Europe un peu moins. Donc il y a des territoires vierges encore en Europe à aller adresser. Alors on a deux façons. La première, c'est qu'on va l'adresser de manière physique. On est en train de travailler avec notre partenaire BNP pour aller chercher des BizDev. Là, on a signé 2 pays, la Pologne et l'Espagne. Donc, on va démarrer en physique avec des équipes physiques d'un partenaire de BNP sur ces pays-là. Et puis, sur la partie digitale, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, on a pensé notre site international. Donc, en fait, on va être capable demain de le dupliquer sur des pays européens. La première étape, ce sera l'Allemagne, puisque le premier marché européen des produits électroniques pour Amazon, c'est l'Allemagne. Donc il y a un gisement extrêmement fort aussi en Allemagne de clients. Donc d'ici fin 2022, on exportera notre site en Allemagne. Voilà. D'accord. Donc un site pensé, pour ceux qui veulent s'inspirer, un site pensé nativement pour être international. Donc avec un CMS qui est pensé aussi nativement pour les PrestaShop, c'est ça que vous utilisez pour l'instant? Oui, c'est ça. Alors est-ce que vous avez fait aussi un travail particulier sur vos cibles? On a parlé un tout petit peu quand on a préparé l'entretien. Pas pour l'instant, c'est ça, parce qu'en fait, c'est pour tout le monde. Ce que je vous disais, c'est que effectivement, ça touche tout le monde, le produit reconditionné. Et avec des actes d'achat qui sont différents, enfin des motivations d'achat qui sont différentes. Moi j'aime bien dire 7 à 77 ans, mais on va dire qu'on a une tranche très jeune qui est plutôt sensible aux gestes éco-responsables. À avoir un produit de seconde vie, ça les dérange pas, et au contraire, ils s'identifient à leur génération en ayant un produit de seconde vie. Et puis le prix, pour les autres utilisateurs, ce sera le premier facteur d'achat en tout cas. Oui, le prix c'est important pour tout le monde. Effectivement. On va parler maintenant, rentrer un peu plus dans vos retours d'expérience sur les éléments peut-être un peu plus compliqués. On appelait ça les obstacles, le terme est peut-être un petit peu fort. En tout cas, il y a un pilotage un peu délicat de fait de manière opérationnelle quand on pilote finalement 5 canaux différents. Parce que si je les recense bien, il y a la vente indirecte. Alors dans les dom-tom, vous avez aussi un partenariat un peu particulier avec un opérateur, le canal web marketplace, le canal web e-commerce et puis d'autres canaux B2B avec les assurances, c'est ça? Voilà. Comment on fait tout ça en fait? Alors déjà, ça s'organise. Donc on a un patron de pôle pour chaque canal d'acquisition, experts dans leur métier. Et après, toute la subtilité, c'est d'avoir ce qu'on appelle un management cross-canal. C'est-à-dire qu'on a une grille de tarifaire qui est unique pour l'ensemble des canaux. Et puis après, on fait ce qu'on appelle, alors, sur la partie physique, des CPV. Et on vient faire des conditions particulières de vente pour la distribution. Donc on peut permettre de bouger, parce qu'il y a des volumes en face, etc., de bouger les prix de grille de départ, tout en étant légal. Et sur la partie web, sur le e-commerce, il y a des discussions qui sont très exacerbées entre la patronne du web et le patron de la VI pour avoir une ligne directrice en termes de prix, de pricing. Et sur les marketplaces, c'est un peu différent, puisqu'on n'existe pas.
En fait, on n'utilise pas la marque Largo, c'est une marque blanche. Donc là, on peut se permettre des choses un peu différentes en termes de prix, puisqu'on n'est pas identifié. Et vous allez continuer avec Largo sur les marketplaces à ne pas exister comme revendeur on est identifié en Largo tout petit en bas. Vous n'aurez pas votre boutique chez Back Market? Non. L'objectif, il n'est pas du tout là. D'accord. Okay. Et chez Cdiscount, avoir sa propre boutique une fois que la marque est installée, c'est pas forcément... Les marketplaces, j'ai vraiment, en fait, je ne sais pas que je suis roteur au marketplace, c'est que, encore une fois, pour faire naître une marque sur une marketplace, c'est quasiment impossible parce que, alors vous avez des acteurs français qui jouent le jeu, mais par contre vous avez beaucoup d'acteurs étrangers qui ne jouent pas le jeu. Il y a un vrai sujet, nous on s'est battu contre un sujet pendant très longtemps et c'est la collecte de la TVA. On s'est retrouvé pendant des années, mais c'est pas propre à la téléphonie mobile, hein, c'est propre aux vendeurs étrangers, avec des produits qui étaient vendus 20% moins cher que tout le monde, parce que c'est un vendeur qui est basé à Hong Kong et qui est la TVA, il ne sait même pas ce que c'est. Donc ça, depuis le 1er juillet, ça a changé, puisque Bercy a fait voter une loi, et en fait, les marketplaces sont collecteurs de la TVA pour le compte de leurs vendeurs depuis le 1er juillet. Donc ça a changé un peu la donne. Donc on a des vendeurs étrangers qui se sont retirés, mais qui sont en train d'essayer de monter des structures maintenant en Europe pour bypasser ces histoires de collecte de TVA, etc. Bon, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a voilà, donc la marketplace, c'est pas une finalité parce que voilà, les clients ne sont pas nos clients, hein, c'est les clients de Back Market ou les clients d'Amazon, donc on ne peut pas discuter avec eux comme on voudrait le faire. Donc ça faisait sens d'avoir un site e-commerce en plus des marketplaces. Alors, il y a un autre partenaire dont vous m'avez parlé quand on a échangé, c'est Agora Place, qui est alors c'est une marketplace, mais B2B en fait. Oui, alors c'est plus vertueux sur Agora, parce qu'en fait Agora Place est une marketplace qui agrège un certain nombre de vendeurs, mais qui est à destination du B2B2C. Donc des petites boutiques qui souhaitent avoir un choix assez large, ils peuvent commander sur cette plateforme. Et puis ils travaillent aussi avec des assureurs. Donc voilà, c'est plus vertueux sur Agora Place, puisque c'est pas du B2C, mais là c'est vraiment du B2B. Ouais. Donc dans votre organisation, en fait, vous avez la personne en charge dans le digital, il y a les marketplaces, le site e-commerce, et dans les marketplaces, vous avez spécialisé, en fait, en tout cas, il y a un suivi très étroit de ces 2 ou 3 grandes marketplaces. Oui, ça représente quotidien, quoi. Ouais, 80% de notre chiffre d'affaires des marketplaces, c'est sur ces 3 marketplaces-là. Donc effectivement, Aurore qui arrive chez nous lundi, aura en charge cette gestion des 3 marketplaces majeurs. Voilà, ce sera son boulot. Elle va faire du trade, vraiment du trade. Du trade pur. Oui. Alors, il y a un sujet aussi en termes d'obstacles à franchir, c'est les fameux coûts d'acquisition, parce que quand on parle B2C, c'est un investissement majeur. Donc, il y a l'investissement qu'on met aussi dans la construction de son équipe, évidemment. Mais il y a aussi cet investissement-là. Alors, vous l'avez pris en compte au début du projet. Il y a un risque, en fait, au départ. Il y a un investissement de base sans ROI tout de suite. Comment on fait ça quand on est chef d'entreprise et qu'on doit se lancer dans cette aventure-là ? Alors, ce qui est fort, en fait, quand on regarde le web, on a l'impression que c'est un formidable territoire de jeu, mais il a ses pièges, et de nombreux pièges d'ailleurs, financiers. On se pose vraiment la question au départ, on va monter un site, mais on se focalise sur le coût du site. Mais en fait, ce n'est pas le coût du site qui est important, parce que le coût du site, il faut qu'il soit bien codé, il faut qu'il y ait des bons marqueurs pour que Google l'analyse, etc., etc. Donc il faut qu'il soit bien réalisé techniquement parlant. Mais la partie se joue plutôt après, sur les budgets qu'il va falloir faire pour se faire connaître. On parle de SIA et de SEO, donc on va avoir beaucoup de SIA dans les prochaines années. Enfin, en tout cas, 2022, 2023, je pense qu'on va investir massivement à notre petite échelle sur le SIA, en espérant que la partie organique, SEO, on va la travailler par des contenus froids, des contenus chauds, etc. Et qu'on arrive à pondérer notre coût d'acquisition par de la venue organique sur le site. Bon, après, il y a plein d'autres solutions pour faire venir des clients moins chers que de l'AdWords. Hein. On a fait pas mal de choses avec Facebook et Instagram sur les SMO, qui ont donné pas mal de résultats pour faire venir... encore une fois, on apprend. Le site est tout neuf, donc on apprend tout doucement. Donc il y a cette phase d'apprentissage, je pense, qui va durer au moins 2 ans, pour voir comment on va gérer nos budgets. Pour vous donner juste un ordre d'idée, l'année prochaine, on a presque 400 000 € de budget pour la partie SIA.
Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est tout petit. Quand on a des gens comme Back Market qui investissent à peu près 100 000 ou 150 000 euros par mois en AdWords. Seulement en AdWords. Donc vous voyez, on est bien loin du compte. Hein. Mais voilà, on tente, on a besoin. On va essayer d'adresser nos clients de manière différente. Il y a plein de choses, on va faire de l'asilage avec des partenaires. Enfin, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui en dehors de l'AdWords, du parrainage. Voilà, on va rencontrer les gens d'une boîte formidable qui est basée à Saint-Giron, qui s'appelle Welcome Customer, qui est passé sur M6 il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il y a plein de solutions. Et moi, il faut tenter, il faut y aller sur Internet. Après, si on a un produit unique, c'est encore différent, on a un peu plus de chance. Nous, on est sur des produits qui existent déjà, qui sont très demandés, mais en tant que marque, c'est difficile d'émerger. Vous n'avez pas l'éducation du marché à réaliser, ou du moins, vous pouvez le faire à travers vos propres valeurs et vous allez pouvoir avoir votre discours, mais dans un marché qui existe. Voilà, dans un marché qui existe de la téléphonie, mais nous, notre sacerdoce, c'est de dire acheter du reconditionné plutôt que du neuf, parce que l'expérience qu'on va vous apporter, elle sera quasiment proche du neuf et vous ferez un geste pour la planète. Voilà. Alors le dernier obstacle, qui n'est pas un obstacle, c'est qu'il y a quand même une grande qualité, une grande vertu à être en direct avec le consommateur, c'est qu'on le connaît mieux, son client. Qu'est-ce que vous avez mis comme dispositif en place justement pour... Alors là c'est tout récent, hein, le site a 3 semaines, c'est ça? Il est très beau d'ailleurs, bravo. Mais qu'est-ce que vous avez mis derrière en back-office comme dispositif en place pour suivre, pour comprendre votre client? Qu'est-ce que vous avez imaginé? Alors, on a branché bien sûr un Google Analytics dessus pour voir le comportement de nos clients. Après, il y a tout un travail qui va être fait par Fanny et ses équipes sur la fidélité du client. On va le tracer, on va le suivre, et il y a plein de choses qui... Alors, ça serait un peu tôt pour vous en parler parce que voilà, on est vraiment au tout début et aujourd'hui on est plutôt en phase d'acquisition qu'en phase de fidélisation de nos clients. Mais bien sûr, il faut qu'on y pense, il faut qu'on fidélise nos clients. Le parrainage en est un bon exemple. Hein. Moi, je suis convaincu que le parrainage, c'est des choses qui fonctionnent. Donc on va travailler là-dessus. Donc on va fonctionner par petites briques de fidélisation au départ, vraiment focuser notre plan d'action sur l'acquisition. Pour commencer à rééquilibrer les parts de marché au sein de la BU digitale entre les marketplaces et le site e-commerce. Et alors, il y a un élément qui est important aussi par rapport aux clients, c'est cette dimension de la RSE, de l'environnement, puisqu'en fait, on fait un geste pour la planète quand on garde son téléphone, mais ça va vous arranger si on garde son téléphone. Bah non, j'aimerais bien que vous me le revendiez. Mais, voilà. Mais si je l'échange et que j'en achète disons d'une catégorie supérieure en reconditionné, comment vous allez travailler cet aspect-là du contenu autour de l'environnement, de la RSE? Est-ce que c'est... Parce que l'objectif, c'est de faire de plus en plus local, en fait. C'est ça. Alors, on a des éléments de langage qui commencent à sortir. On travaille énormément sur... Je peux vous en donner quelques-uns. Il faut 40 kg de matière première pour construire un smartphone neuf contre 4 kg pour le reconditionner. Donc on est sur un rapport de 1 à 10. Nous, on émet à peu près 9 kg de gaz à effet de serre par reconditionnement quand un produit, je vous donnais un iPhone 8, c'est 80% de 90 kg équivalent CO2 en gaz à effet de serre. Donc les ratios sont énormes. Donc il y a tout intérêt à expliquer aux gens, à culturer les gens sur le fait que le reconditionné, aujourd'hui, les techniques industrielles, alors, je vous invite à venir visiter l'usine, c'est magnifique. Les techniques industrielles se sont nettement développées, donc on arrive aujourd'hui à fournir une expérience comme sur le neuf, avec des garanties commerciales comme sur le neuf. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire véhiculer les clients, c'est dire achetez un produit reconditionné, vous avez une expérience proche du neuf, vous faites du bien à la planète et voilà, vous faites un achat éco-citoyen. Oui, parce que derrière, vous associez tout un tas de services, c'est ça? Et vous travaillez aussi avec des assurances maintenant, c'est ça? Alors, on est en train de développer le canal assurance chez nous. Ouais. En fait, les assureurs... alors, c'est un marché qui n'est pas connu du grand public. En fait, ce qu'on appelle les assurances affinitaires, c'est-à-dire quand vous allez chez Orange ou chez un distributeur quelconque et que vous prenez une assurance mobile, bah derrière, il y a tout un système qui est mis en place par l'assureur pour gérer vos sinistres. C'est-à-dire quand vous appelez, vous dites que vous avez cassé votre téléphone, bah lui, il va contacter des gens comme nous.
pour diagnostiquer le produit, savoir s'il est réparable, s'il n'est pas réparable. S'il est réparable, ils vont réparer, ils vont privilégier la réparation, c'est plus vertueux. Et s'il n'est pas réparable, eh ben, on va lui swapper le téléphone, c'est-à-dire qu'on va vous renvoyer un produit, ça ne sera pas un neuf, mais ça sera un reconditionné. Et les assureurs sont des gros consommateurs de produits reconditionnés, depuis très longtemps d'ailleurs. D'accord. Donc une vision humaine en fait des choses. Enfin, l'idée c'est de travailler vraiment pour que le consommateur soit satisfait, que d'autres donc acteurs même B2B puissent aussi être satisfaits. Est-ce que David, vous voulez compléter cet échange? Vous avez peut-être des questions ou... J'ai pas des questions, j'ai des remarques par rapport à ce qui a été dit. C'était vraiment très intéressant et j'en ai fait plusieurs des digital change, donc ça résonne comme une évolution en fait, le témoignage. Digital change, on est sur le changement et pourtant on n'a fait que parler d'environnement, on n'a fait que parler d'économie, on n'a fait que parler de culture. On a décrit le modèle économique, on a décrit les différents canaux, comment ils pouvaient se comporter et on voit bien qu'on arrive à une sorte de maturité. En fait, c'est pas le digital qui a un problème. Non, c'est l'humain. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait avec le digital? Ça reste un outil. Donc c'est vraiment, on est sur une entreprise qui a déjà de toute façon fait une transformation numérique. Elle est obligée, parce qu'on n'a pas tout dit, mais vous avez une production, vous avez des tests, donc il faut derrière pouvoir les acter, il faut pouvoir les suivre, il faut pouvoir les tracer, il faut gérer les stocks, il faut les suivre, il faut savoir où on en est par rapport à ces niveaux de stock, par rapport à ce qu'on vend. Parce que le sourcing, au final, vous impose d'avoir une matière première qui ne soit pas à capacité infinie. Donc tout ça fait que, de toute façon, vous êtes déjà fortement numérisé. Et pourtant, vous changez de cible, vous changez de stratégie, vous voulez aller vers du B2C, ou du direct to consumer directement, et là, eh bien, il faut revoir la culture, il faut se faire accompagner à nouveau, il faut revoir les grands principes. Et en fait, les principes, vous les avez évoqués, il faut connaître son marché, qui est-ce qu'on adresse, où est-ce qu'on va, il faut connaître ses processus, il faut pouvoir mettre des KPI dessus pour pouvoir à chaque fois savoir où on en est, savoir l'investissement, où est-ce que je le mets au final, parce que ça coûte cher. Hein. On parle de référencement et tout ça, c'est juste pour que des mots soient bien positionnés dans des moteurs de recherche. C'est énorme. Et on en a parlé aussi tout à l'heure, il y a un point qui est très intéressant, c'est qu'il y a le droit à l'erreur. On essaye des choses, en fait on peut se tromper. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Voilà. Derrière, il y a l'idée d'un formidable outil qui va permettre de faire ce qu'on appelle dans l'informatique de la scalabilité, qui va permettre de développer le chiffre d'affaires, qui va permettre de multiplier le chiffre d'affaires, notamment en reproduisant le modèle par pays à l'international. Mais voilà, est-ce que ça va marcher? Est-ce que chaque pays va avoir le même comportement? Il y a du test en fait derrière. C'est ce que permet aussi finalement la partie numérique et la partie digitale. Ça donne le droit à l'erreur, mais ça a un coût. Hein, dans ce que j'ai entendu. En fait, c'est intéressant ce que vous dites, David, parce que en fait, le numérique est un fabuleux laboratoire. Puisque, en fait, alors, même si ça coûte cher de développer du numérique, on pourrait parler de diversification de produits. Nous, aujourd'hui, on fait du smartphone, de la tablette et du PC, mais en fait, la seconde vie, on pourrait l'appliquer à plein de produits. Et donc, le métier reste. Le métier de la seconde vie reste, peu importe le produit. Peu importe le produit. Et pour revenir au numérique, on peut faire du test and learn avec des coûts très faibles, en positionnant des produits de diversification sur notre site. Avec deux bases différentes, avec des formes différentes, etc. Et on peut tester le marché de manière assez simple, sans aller mettre des coûts énormes chez un distributeur, par exemple, ou acheter des volumes conséquents, etc., etc. On peut vraiment faire du test sur le digital, et c'est ça qui est hyper intéressant dans le développement de l'entreprise. Et c'est ce que vous faites? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, parce qu'en fait, on a d'autres pistes de produits. On est en train de travailler sur l'audio haut de gamme. On est en train de travailler sur du Vorwerk, par exemple, du Thermomix, du produit. Oui, je vois bien. On a plein de choses à travailler. Donc, on va pouvoir faire du test and learn via le digital. Sur les différents produits et avec déjà tous les canaux que vous avez pu développer. C'est ça. Parce que vous avez quand même un panel complet, que ce soit du direct to consumer, que ce soit du B2C, que ce soit du B2B, du B2B2C, du retail. C'était vraiment c'était un choix de l'entreprise dès le départ, dès 2016, d'avoir une omnicanalité extrêmement forte et de pouvoir distribuer nos produits sur différents canaux. Et est-ce que vous sentez que ça crée une émulation culturelle au sein de l'entreprise, que chaque canal finalement enrichit l'autre de ses bonnes pratiques?
Oui, parce qu'en fait, on a créé alors on a ce qu'on appelle tous les lundis un COBIZ, où l'ensemble des patrons de canaux se retrouvent et discutent de leur activité de la semaine. Et en fin de ce COBIZ, ils ont ce qu'on appelle une causerie. Voilà, on appelle ça une causerie chez nous, c'est assez rigolo. Et en fait, ils discutent de tout et n'importe quoi pendant 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, ils vont parler de produits, de diversification, et ils vont jeter des idées sur des papiers. Et c'est assez intéressant. Alors, des fois on y va, des fois on n'y va pas, mais c'est sur plein de sujets, hein, plein de sujets. Et ça, c'est hyper participatif et c'est sympa, ouais. Oui, l'idée, c'est à chaque fois d'en parler de toute façon. Parce que ce que j'ai ressenti beaucoup, c'est une notion de symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on s'occupe de nos employés aussi bien qu'on veut s'occuper de nos clients. Je ne me trompe pas, je pense. Alors ça me fait plaisir de l'entendre parce que c'est ce qui aussi nous mène tous les jours avec Frédéric. On a décidé enfin c'est une de nos valeurs fortes. On pense que la performance de l'entreprise, elle vient d'abord de l'humain, avant de ses machines, avant ses process, etc. Et donc on essaie d'être très proche de nos collaborateurs. C'est pas de la démagogie, hein, c'est vraiment d'être très proche de nos collaborateurs et de les mettre au cœur de l'activité, de les faire réfléchir avec nous parce que l'intelligence collective, c'est mieux que à deux, quoi. Oui, tout à fait. Alors, je crois que maintenant, on va pouvoir prendre les questions de la salle. On est bien dans le timing. Sébastien sera content, je pense. Alors, la première question. Vous êtes dans l'univers de la consommation durable. Est-ce que ce site a été développé en prenant en compte les considérations écologiques ? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est compliqué. Aujourd'hui, on a lancé notre site sur des plateformes existantes pour des soucis de simplicité, etc. Après, c'est une très bonne question. Enfin, effectivement, moi, j'y avais pas pensé. Est-ce qu'on pourrait demain être plus écologique dans nos conceptions de nos outils informatiques, peut-être ? En éco-conception. Est-ce qu'à terme, ce site va permettre aux consommateurs de renvoyer leur propre smartphone usagé auprès de vos services pour les reconditionner ? On en parlait tout à l'heure. Oui, alors, les reconditionner, oui, on va ouvrir dans les prochains mois la possibilité de reprendre les téléphones depuis notre site, mais on les achètera. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une opération de reconditionnement pour le client, mais on achètera les produits. Voilà. Et vous expliquez que ça nécessitait une structuration. C'est un parcours en fait qui n'existe pas, qu'il faut inventer en fait. Ouais, c'est un parcours qui n'existe pas, qui n'est pas monté. Il y a de nombreux obstacles à franchir dans le parcours client. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est où j'envoie mon téléphone, est-ce que mes données vont bien être effacées, est-ce que je vais recevoir bien la somme qui m'a été annoncée sur le site, ou je vais avoir une contre-proposition à moins cher, et là ça va me frustrer, il faut que je saisisse mes coordonnées bancaires, enfin, etc., etc. Donc il y a plein de barrières à passer sur la reprise de produits sur le digital, ce qui est moins le cas sur des canaux physiques, puisqu'on a un tiers de confiance en face, et puis surtout sur les canaux physiques, on a l'argent tout de suite, puisque c'est la personne qui vous reprend le téléphone tout de suite. Mais on travaille dessus, ouais, on travaille dessus. Est-ce qu'à terme, vos canaux de vente deviendront exclusivement digitaux ? Ah, je pense pas. Parce on parle de l'humain et je pense que le retail a un bel avenir, voilà, et qu'on aura toujours besoin de magasins. Donc non. Nos gènes, c'est le retail et on va s'aider du numérique pour continuer à développer le retail, voilà. Alors, la question suivante. Est-ce que cela a un gros impact sur votre ERP, votre logistique, votre gestion des retours ? Oui, alors on a la chance d'avoir un ERP local qui s'appelle Proginov, avec qui on discute. Comme ils sont juste à côté de chez nous, ils nous aident dans notre développement d'applications métiers. Donc non, tout se passe bien avec l'ERP. On arrive bien à discuter avec Proginov. Ça transforme quand même un peu votre logistique, puisque, alors, cela dit, avec les marketplaces, vous étiez déjà, notamment par rapport à l'international, vous aviez déjà mis en place tout un dispositif assez poussé. On a une logistique interne, nous, donc en fait, on sait distribuer, on sait faire le dernier kilomètre pour livrer un client final, comme on sait faire livrer une plateforme SFR en Suisse, par exemple. Donc on sait tout faire en logistique. Là où ce sera plus compliqué, c'est sur la reprise de produits, où là, c'est du reverse. Et on n'est plus dans le même sens, et c'est plus compliqué à mettre en place. Ouais. Ça, c'est nouveau pour vous. Ouais, c'est plus compliqué pour nous. Ouais. À terme, comment voyez-vous le chiffre d'affaires généré par le site ? Parce que vous avez présenté des objectifs très précis à vos actionnaires. Alors on n'a pas mis sur cette année 2022, enfin ce budget 2022, on n'a pas mis d'objectifs précis sur le site parce que voilà, je vous disais que c'était une phase de lancement et qu'on allait apprendre beaucoup cette année.
Enfin, en tout cas, ils ont bien compris, par contre, les coûts d'acquisition qu'on va mettre l'année prochaine. Ils ont très bien compris. À terme, en fait, le souhait que j'aurais, c'est qu'on fasse 50-50. 50% marketplace, 50% site e-commerce. Ce serait plus vertueux pour les marges. Et puis, effectivement, la deuxième question est intéressante. C'est effectivement, on va vendre de l'assurance sur le site. On a un partenaire assureur qui est en train de nous fabriquer un programme et qu'on va plugger d'ici fin d'année. Et puis, on vend de l'accessoire, etc., etc. On va pouvoir vendre plein de ventes de produits différenciants sur le site. Oui, pour faire de l'upselling. Pour faire de l'upselling. Les accessoires, ils ne sont pas reconditionnés, hein. Ils sont tout neufs. Non, mais on utilise de la coque biodégradable. D'accord. Voilà. Donc un argument supplémentaire pour la marque. Donc faite en amidon de maïs. Donc vous pouvez la mettre dans un bout de terre. On n'a pas encore essayé, mais il faudrait qu'on essaye, a priori. Alors, quels conseils nous donneriez-vous pour faire émerger ces produits sur une place de marché tout en respectant les marges? Oula, exercice difficile. Ouais. Exercice très difficile. Enfin, j'ai pas spécialement de conseils, si ce n'est de dire qu'il faut être dessus tout le temps. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était un métier de trade. Faire du trade, en fait. Ouais, il faut faire du trade. C'est-à-dire qu'il faut être sur les buy box toutes les minutes. Avoir un outil qui gère ses marges. Ce qu'on a fait, nous, on a développé un outil en interne qui s'appelle Second Life, qui permet, en fait, il y a un petit robot dessus, avec des hauts, des bas, des tranches de prix qu'il ne faut pas franchir. Et en fait, la machine vient automatiquement régler les prix, mais ça nécessite quand même un humain derrière pour affiner ces barrières de prix, en fait. Donc c'est compliqué, mais il faut des personnes à part entière dessus. Ouais, il faut de l'humain derrière pour mesurer en permanence sa relation à la marketplace. Alors, comment ont réagi vos partenaires marketplace face à ce lancement? Est-ce qu'ils ont eu très peur? Oh, bah, très bien. Non. Est-ce que je vais faire peur à Amazon, à votre avis, ou est-ce que je vais faire peur à Back Market? Non, je pense pas. J'ai pas les mêmes budgets. Mais non, de toute façon, ils réagissent. Enfin, ils n'ont même pas réagi. Vous lancez un site, c'est très bien, merci, au revoir. Non, ce qui aurait pu plus réagir, c'est la distribution. Et eux, pour le coup, ça se passe plutôt bien parce qu'on a vraiment cette égalité des prix, en tout cas sur la qualité de produits qu'ils vendent, avec le site. On est vraiment aligné. Après, on a des opérations spécifiques sur le site qui peuvent arriver, mais l'objectif, c'était vraiment pas dénaturer notre stratégie prix entre le retail et notre site e-commerce. Et question qui n'est pas notée ici, mais que je me pose, par rapport aux constructeurs, en fait, est-ce que vous avez des relations aussi avec les constructeurs? Ça, c'est une bonne question. Non, on n'a pas de relation avec les constructeurs. Ils savent que ce marché existe. Alors, le marché, il est prédominé par Apple sur le marché du reconditionné. Nous, nos mix, si je vous donne nos mix, on va faire 90% d'Apple et 10% de Samsung. Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, les produits dans le temps ont un maintien des prix de l'occasion qui est plus soutenu que Samsung. Alors ça va s'inverser parce que Samsung commence à faire des produits haut de gamme, très haut de gamme, et on commence à faire un peu plus de Samsung que ce qu'on faisait par le passé. Mais non, on n'a pas de relation avec les constructeurs. Apple joue un jeu un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne cautionnent pas le mobile reconditionné fait par des tiers, en tout cas dans leur communiqué. En revanche, ils s'en accommodent bien, puisqu'en fait, il y a une seule plateforme d'achat d'applications chez Apple. Ils sont propriétaires de l'App Store. Et ils ont une part de marché non officielle. C'est-à-dire qu'ils ont des produits qui trafiquent, qui ont été vendus une deuxième fois. Mais en termes de contenu, un client qui a un produit reconditionné ou un neuf, il va consommer de l'application de la même manière sur l'App Store. Donc en fait, ils génèrent du revenu sur l'App Store avec une part de marché. Donc en fait, c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire qu'ils ne cautionnent pas, mais ils n'interdisent pas non plus. Voilà. Donc, ils sont plutôt contents de nous avoir. Voilà. Quel a été le budget consacré à ce projet e-commerce? Et quels ont été les postes les plus importants? La marque, la technique? Oui, c'est vrai qu'on en a parlé un peu, mais on n'a pas mis de chiffres derrière tout ce que vous nous avez dit. Je peux vous donner des chiffres. La partie technique, site e-commerce, ça nous a coûté entre 60 et 70 000 euros. La marque, c'est... Juste le site, hein, ça, on parle du site. Juste le site, ouais. Juste le site. Et la marque, ça nous a coûté 50 000 euros.
de stratégie de marque. Alors la marque c'est 50 000 euros, mais pour plus longtemps, avec voilà, du refresh de la marque, etc. Donc il y a un vrai travail de collaboration long terme avec une agence parisienne, ouais. Et non, ce qui coûte le plus cher, on a évoqué le point tout à l'heure, c'est toutes les campagnes, c'est tout le SIA. C'est ça qui va coûter très cher en fait. Donc là, vous avez dit tout à l'heure 400 000 euros, 400 000 ça, euros entre 350 et 400 000 euros pour l'année prochaine, ouais. En 2022. Ouais. Oui, c'est le site, on en a parlé. C'est le site en lui-même, ça a coûté, oui, je vous dis 60 000 euros. Voilà, pas vrai. Je suis très déçue, on arrive à la fin de l'entretien, ça passe très vite. Merci beaucoup à tous les deux, merci Christophe, merci beaucoup Anne, David. merci David. Merci bien.